Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonsoir à tous. Bienvenue donc pour la suite de ce cycle consacré à Brian De Palma. Donc voilà, on se retrouve avec Obsession et cette très très belle affiche qui reprend bien la question du double d'ailleurs, on en reparlera. Bon, enfin en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. On a fait 2 séances pour l'instant, donc iMom et Phantom of the Paradise. Je me suis aperçu que j'avais peut-être oublié d'insister sur quelque chose dans Phantom of the Paradise qui permettrait de faire le lien avec cette séance Obsession. C'est-à-dire dans Fantôme, on a beaucoup parlé de la question du spectacle, la manière dont, d'après De Palma, le spectacle en fait a fini par tout absorber en fait dans la société américaine et a fini par finalement congédier la réalité, quoi. Mais il y a aussi la question qu'on a vue en fait dans ce film, qui était celle de la reprise, enfin du recyclage, quoi. Vous vous souvenez, il y a énormément d'influences. Vous vous souvenez que c'est un remake du Fantôme de l'Opéra, qu'il y a des influences de Faust, du portrait de Dorian Gray. Dedans, on trouve du Frankenstein, du cabinet de Dr Caligari, du Psychose. Enfin, ça déborde de partout, ce film. Et il a un petit peu ce côté, justement, créature de Frankenstein aussi. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment cette question de la reprise et du recyclage qui est au travail dans Fantôme et qui va sur 2 axes en fait. C'est-à-dire que vous avez le discours qui était le discours contre l'industrie du disque et donc par extension une critique du capitalisme en fait qui recycle en permanence tout ce qu'il peut pour faire de la plus-value en fait et qui se sert des auteurs, etc., qui les jette. Mais d'un autre côté, vous aviez Brian De Palma qui, dans son film, en fait, finalement, faisait d'une certaine manière, entre guillemets, la même chose, c'est-à-dire que voilà, il fait du neuf avec du vieux. Mais la question de son cinéma, justement, à ce moment-là, en tout cas, c'était de comment faire quelque chose de nouveau et de singulier, en fait, comment trouver sa propre voie en s'appuyant en fait sur ce qui a été fait dans le passé. Mais on voit bien que ça, entre guillemets, ça partait dans tous les sens quand même. Pour notre plus grand bonheur, mais en attendant, ce que je voulais dire, c'est que dans ce film-là, dans Obsession, De Palma passe quand même vraiment à autre chose et il va s'attacher dans Obsession à faire un remake entièrement dédié à Vertigo, le film d'Alfred Hitchcock, bien sûr, 1958. J'espère que vous l'avez tous en tête, si possible, parce que c'est vraiment passionnant quand on voit ce film de comprendre un petit peu la relation qui les unit, et puis ça permet de comprendre aussi la démarche de Palma. Alors, je ne vais pas revenir sur la période du Nouvel Hollywood dans laquelle évolue De Palma, en tout cas, sauf pour vous dire que la période qui se referme pour lui, en fait, avec Fantôme, je dirais, c'est quand même une période qui est plutôt contestataire, enfin, avec une charge politique assez évidente. Et là, avec Obsession, il va arriver à un film qui est... alors, on peut le voir de différentes manières, mais peut-être une forme de maturité artistique, mais aussi, accéder en fait à un certain nombre de moyens en fait, de réalisation. Il se dirige en fait vers une carrière beaucoup plus commerciale en fait, et plus facile d'accès. Voilà. Donc c'est un parcours qui est un petit peu spécial, je vais expliquer, parce que en fait, il y a eu un pas en avant, un pas en arrière, quoi. C'est-à-dire que quand il part d'abord à Hollywood, réaliser un film pour la Warner en 70, ça aurait pu être son premier film de studio qu'il aurait lancé dans une carrière hollywoodienne, mais ça ne marche pas. En fait, il a des profonds désaccords avec la Warner, ça se termine très très mal, et son film, donc Get to Know Your Rabbit de 70, il en est complètement dépossédé, ce qui va nourrir le scénario de Phantom of the Paradise. Mais ensuite, il va faire un premier film qui est son premier film qui prend la suite d'Alfred Hitchcock, qui est Sisters, Sœurs de sang, en 72-13.
Et c'est donc le premier thriller, comment dire, à la De Palma, qui s'inspire directement et ouvertement d'Hitchcock, et qui a un premier essai, peut-être pas totalement réussi, mais déjà très très impressionnant, et qui va opérer dans un champ d'ailleurs qui est celui du cinéma quand même fantastique, d'horreur, auquel il est longtemps resté associé en tout cas, et ce qui peut surprendre en fait pour un cinéaste très ambitieux comme lui, notamment parce qu'à l'époque quand même c'était, bon ça l'est encore un peu aujourd'hui, mais à l'époque c'était un genre quand même très très méprisé, et dans lequel on ne trouvait pas de grands réalisateurs, hein. Certes, Hitchcock avait fait Psychose, mais on va dire peut-être à part Polanski avec Rosemary's Baby avant Répulsion, en fait, c'est pas voilà, c'est peut-être pas le genre qu'il faudrait choisir en fait pour être bien vu. En tout cas, De Palma, en fait, il va raconter dans ses interviews qu'au contraire, le genre du thriller horrifique et érotique plus tard, c'est un genre justement dans lequel il va trouver sa voie, trouver une matière qui peut développer, qui correspond à ses obsessions, si j'ose dire, et qui va lui permettre de créer un style singulier. Alors pour la genèse en fait finalement d'Obsession, il faut dire qu'il a collaboré avec un scénariste qui s'appelle Paul Schrader, qui est un scénariste qui est très important pour la période et qui est ensuite devenu un cinéaste très très intéressant. Mais Paul Schrader, c'était un des scénaristes les plus en vue du Nouvel Hollywood. Et il se connaissait donc très bien avec De Palma, et De Palma était très ami avec Scorsese évidemment aussi. Et donc Schrader avait un scénario qu'il avait donc envie de faire réaliser par un de ses grands, un de ses réalisateurs, une de ses étoiles montantes du Nouvel Hollywood. Et il lui dit tiens, j'ai un scénario, ça s'appelle Taxi Driver, ça t'intéresse pas de le réaliser? Et De Palma, il l'a lu, il a dit c'est pas assez commercial, c'était pas autre chose. Donc il allait voir Scorsese, il dit tiens, j'ai un truc pour toi, et il l'a donné, il l'a refilé à Scorsese. Enfin, c'est comme ça qu'on raconte l'anecdote, je trouve ça assez drôle quand on sait ce que c'est devenu après. Et en tout cas, ça montre bien aussi en fait ce que voulait faire De Palma, c'est qu'il cherchait quand même comment dire un terreau en fait, un sujet qui lui permette voilà à la fois de s'épanouir en tant qu'artiste, mais aussi quand même de toucher le public, hein. Ça c'était vraiment un truc hyper important. Donc voilà pour Taxi Driver. Si ça vous intéresse, allez lire le bouquin de Tarantino, Cinéma Spéculation, où il fait tout un chapitre en se demandant à quoi aurait ressemblé Taxi Driver réalisé par Brian De Palma. C'est super intéressant, franchement c'est passionnant. Bon, en tout état de cause, il l'a pas fait, mais il a réalisé avec lui donc il a revu Vertigo en 72 dans des conditions extraordinaires à l'époque, hein, c'était en VistaVision, et ça lui a rappelé à quel point c'était un film qui avait été déterminant pour lui, et un énorme choc à tous les niveaux, hein, artistique, émotionnel, en 58 quand il l'avait vu. C'est un film qui a déterminé la suite de ses études, et sans doute le fait qu'il a basculé vers la sphère artistique, parce que c'est quelqu'un qui venait d'études scientifiques, De Palma. En tout cas, avec Schrader, en fait, l'idée c'était de faire un remake, une relecture de Vertigo, mais en l'améliorant, voilà, en toute modestie. Mais si vous voulez, il est vrai que Vertigo, malgré toute l'admiration que tout le monde lui porte, mais c'est un film qui, d'un point de vue du scénario, en fait, a des trous, en fait, et qui n'est pas parfait de ce point de vue-là. Et De Palma s'est dit, en fait, qu'il pouvait faire une relecture de ce film avec justement un resserrement sur la cellule familiale. Vous allez voir, je ne vais pas vous parler du scénario, enfin de pitch, mais il y a vraiment cette volonté de reprendre le film, entre guillemets, de le retravailler, de l'améliorer, et aussi finalement de le moderniser, hein, puisque même si entre les deux il y a à peine 20 ans,
Le cinéma hollywoodien a considérablement changé entre les deux, et il y a aussi des choses qu'on ne pouvait pas dire en 58 qu'on va pouvoir se permettre de dire et de montrer donc en 76. Alors c'est son dernier film indépendant, c'est-à-dire qu'il a été produit alors, pour 1,4 million de dollars, mais c'est surtout que c'est pas un film qui a été financé directement par un studio, donc c'est un film qui a été vendu une fois réalisé. De Palma prend des risques, hein, et c'est la Columbia qui finira par l'acheter, on en reparlera. Vous allez voir dedans, alors là c'est une affiche qui est incomplète, mais il y a Cliff Robertson, donc, qui est un acteur solide, hein, de l'époque. Il aurait préféré Richard Burton, mais bon, il doit se contenter de Cliff Robertson, et qui a eu quand même un Oscar en 68, et Geneviève Bujold, que vous connaissez peut-être si vous êtes fan de Cronenberg, parce qu'elle a, je pense, marqué beaucoup de gens dans son rôle dans Faux Semblant, voilà, ça, avec Jeremy Irons. C'est le film avec les jumeaux, là. Voilà. Et puis, je termine juste sur un petit mot quand même pour dire que la photographie, vous allez voir, a été faite par Vilmos Zsigmond, qui est un des plus grands chefs opérateurs de l'époque. Il a fait des films comme John McCabe, Le Privé, de Robert Altman, L'Épouvantail, Voyage au bout de l'enfer, Rencontre du troisième type, et il fera aussi un autre film avec De Palma qui s'appelle Blowout. Et il a une photographie, une manière de filmer en fait qui est très très reconnaissable. Vous allez voir une image qui est avec une image très très diffuse, un petit peu passée. Il a vraiment une technique bien à lui et qui s'y est remarquablement, voilà, à ce film. On en reparlera après. Et puis voilà. Et puis dernier mot avant de voir le film, c'est de dire évidemment que c'est la musique de Bernard Herrmann. C'est une de ses dernières compositions avec Taxi Driver. Et Bernard Herrmann, donc, qui était le compositeur attitré d'Alfred Hitchcock, hein, donc, entre autres Vertigo, Psychose, etc. Et il avait fait la musique de Sisters, et donc il renouvelle en fait la collaboration avec De Palma sur Obsession. Et je trouve ça très beau parce que c'est vraiment très beau de se dire que c'est la musique qui fabrique le lien de filiation entre le maître, le modèle, et puis la reprise. Mais ça, est-ce que c'est reprise, remake, copie, enfin, ça on en reparlera après. En attendant, c'est un très beau film que vous allez pouvoir, j'espère, admirer dans une très belle copie. Bon film, et à tout à l'heure. Pas facile quand même d'enchaîner, parce que là c'est vrai que on a un final quand même qui est typique de Palma d'ailleurs, quand même un sommet d'émotions contradictoires d'ailleurs, on en reparlera, mais j'ai oublié tout à l'heure de mentionner John Lithgow, qui joue le partenaire de Courtland de Cliff Robertson, et qui est un acteur génial et qui va tourner plusieurs fois avec De Palma par la suite. Je pensais, j'en oublie là, mais il va notamment tourner dans L'Esprit de Caïn, et c'est marrant parce que là il a déjà un peu cette dimension de folie en fait qu'il traverse à la fin, notamment dans la scène de l'aéroport où on le voit en fait répondre à Amy que son père a refusé d'apporter de l'argent, etc. En fait, il essaie de composer un rôle, mais qu'en même temps, il est aussi peut-être potentiellement complètement fou. En fait, il y a quelque chose de psychotique en lui, et je trouve ça assez intéressant. Et aussi, je me reprends sur le fait que c'est entièrement un film qui est entièrement repris de Vertigo, puisque évidemment, à la fin, vous avez une séquence qui est pour le coup entièrement reprise du Crime était presque parfait, avec le corps à corps sur le bureau avec les ciseaux en fait. Voilà. Bon, je suis pas sûr que ça amène beaucoup plus de commentaires, mais on peut quand même le noter. En fait, moi, toute l'idée du commentaire que je pourrais vous faire dessus, c'est de toute façon de parler de la filiation et du rapport avec Vertigo. Je vous disais que c'était quand même le film qui avait marqué De Palma, et peut-être même plus, hein, comme on dit, traumatisé en tant que spectateur, puisqu'il l'a vu relativement jeune, en tout cas à un moment où il était étudiant, je crois, à New York, donc il est en 58. Vous avez remarqué que l'histoire commence en 59,
hein, et que donc Elisabeth, oui, elle meurt en 59, donc il y a une sorte de raccord parfait qui se fait, il y a un enchaînement. Et donc oui, De Palma voit ce film, il a un choc, une épiphanie même, je sais pas, enfin en tout cas très très forte, et ça va le marquer pour diverses raisons. Et je pense que, je sais pas si tout le monde a bien le film en tête, Vertigo. Est-ce que tout le monde l'a vu déjà? Est-ce qu'il y en a qui l'ont pas vu, Vertigo? Non, c'est bon, parce que peut-être prendre voilà 2 minutes pour retracer l'histoire de Vertigo, même si vous l'avez vu. Donc, pour rappel, c'est l'histoire de cet inspecteur de police, hein, Scotty, joué par James Stewart, qui, à la suite d'un traumatisme, en fait, se retrouve sujet au vertige, enfin de manière pathologique, donc, et qui ensuite se retrouve à la retraite. Et en tant que détective privé, un ami à lui demande de suivre sa femme, qui se comporte bizarrement. Il demande de la prendre en filature. Donc il la prend en filature. C'est Kim Novak, évidemment, qui joue le personnage de Madeleine. Et il va tomber amoureux d'elle. Ils vont entamer une relation. Et puis il va arriver le moment fatidique où Madeleine va s'enfuir en haut d'une tour. Il ne pourra pas la suivre parce à cause de son vertige, en fait, il n'arrive pas à la suivre. Et elle se suicide du haut de la tour. Donc impuissance absolue, etc. Grave dépression. Il se passe plusieurs mois. Et ensuite, il retrouve dans la rue une jeune femme qui s'appelle Judy, qui ressemble énormément à Madeleine, sauf qu'elle est brune, et petit à petit, pareil, il va essayer de se rapprocher d'elle, et petit à petit la remodeler pour qu'elle ressemble de plus en plus parfaitement au modèle qui était donc Madeleine, jusqu'à une séquence en fait qui esthétiquement en fait correspond au final d'Obsession, qui est un travelling circulaire magnifique autour des personnages qui s'embrassent pendant lequel Scotty se rend compte que Judy et Madeleine sont la même femme et qu'il était manipulé. Alors, voilà, je pense que c'était important quand même de redire ça pour retracer un peu les similitudes, entre les deux films. Et aussi pour dire que finalement Vertigo, pourquoi c'est un film extraordinaire, parce que c'est déjà un film à l'époque qui offre une première cassure en fait dans le cinéma traditionnel hollywoodien, parce qu'il est déjà coupé en deux. Il présente un personnage pareil qui est qui est esquissé, comme on disait à l'époque. Et puis c'est aussi finalement un film qui parle d'un homme qui tombe amoureux d'une image qui était fabriquée pour lui, et qui perd cette image et qui n'a de cesse que de vouloir la reconstruire, la retrouver. Et d'une certaine manière, c'est un film qui est une métaphore du cinéma, la condition du spectateur qui voit un film ébloui par une image qui est construite, fabriquée, et pour laquelle il va éprouver quand c'est un grand film, beaucoup d'émotions, comme De Palma devant Vertigo, et qui aura toujours finalement en tête peut-être de revoir le film ou de le refaire, comme le fera De Palma, pour retrouver en fait l'émotion ou la beauté ressentie à l'origine. Et il y a beaucoup de... alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti en tant que spectateur, d'ailleurs, ce fait de voir un film, d'avoir une émotion très très forte, et puis de le revoir, et puis de peut-être pas retrouver cette émotion, ou en tout cas essayer de la retrouver, mais elle est toujours différente de toute façon. Il ne me semble pas qu'on puisse voir 2 fois le même film et éprouver exactement la même chose, quoi, déjà. En tout cas, De Palma est un petit peu comme Scotty, finalement, quand il fait Obsession. Et d'une certaine manière, en fait, il a envie de ressusciter en fait la beauté en fait du modèle. Et en même temps, comme Hitchcock, en fait, il a bien conscience que c'est pas possible, hein. Donc voilà, tout ça c'est la dimension plutôt mélancolique, on va dire, du cinéma de Palma en général, de toute façon, hein, puisque c'est cette idée que de toute façon on ne peut pas ressusciter les choses telles quelles. Alors il y a, si j'avance un petit peu dans la comparaison avec Vertigo,
Alors je vous disais, il y a des choses en fait qu'on pouvait pas montrer à l'époque, dans les années 50. Il y a le fameux code de censure, le Code ACE, qui a disparu dans les années 60. Et vous savez sans doute que le cinéma du Nouvel Hollywood est un cinéma qui a apporté de nouveaux sujets, beaucoup de modernité, et évidemment en fait qui a laissé une très grande place en fait à la représentation de la violence et à des sujets qui étaient jusque-là plutôt tabous. Et là, évidemment, dans ce film, il y a deux choses que je trouve... enfin, une chose, évidemment, c'est la question de l'inceste, que vous avez tous vu, je pense, qui est traitée assez particulièrement. Alors, on y reviendra, mais à l'origine, le scénario prévoyait qu'on voit vraiment le mariage de Courtland et de Sandra, et que la scène qui suggère qu'ils vont coucher ensemble soit vraiment franche. Ça posait un problème pour la Columbia, parce que malgré tout, en 75, le copyright 75, le film sortira en octobre 76, et justement, il y aura beaucoup de tergiversations de la Columbia. Ils exigent en fait qu'on atténue ce côté justement complètement tabou en fait, et qui leur fait peur en fait au niveau de la distribution du film. Et donc le monteur Paul Hirsch va avoir une idée qui est toute simple, hein, c'est de faire passer en fait ce moment sous la forme d'un rêve. Donc on voit Courtland en train de cauchemarder plus ou moins dans son lit, et toutes ces scènes-là passent un petit peu comme un rêve, un fantasme. Enfin, c'est pas très très clair. Et donc ils arrivent à faire passer comme ça l'idée. Mais si vous voulez, à l'origine, voilà, faut savoir que dans le scénario, c'était prévu de manière beaucoup plus franche. Et ça, le problème, c'est que cette séquence, elle atténue justement la violence qui est liée à l'inceste. Et ça atténue peut-être un petit peu les émotions contradictoires qu'on trouve dans le final du film. On y reviendra. Et l'autre chose aussi que je trouve très très intéressante dans ce film, c'est la question évidemment de l'argent, parce que dans Vertigo, il n'y avait pas du tout cette dimension, et finalement De Palma, avec ce film, d'une certaine manière, en fait, il va pas faire un cinéma contestataire comme on pouvait encore le trouver dans Phantom of the Paradise. Il n'empêche que il y a toujours chez De Palma, il y a toujours un problème avec la réalité. La réalité est toujours problématique, mais il a toujours un lien avec, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il l'oublie jamais. Il n'oublie jamais ce que c'est que l'Amérique et la société américaine, qui est quand même régie par l'argent, j'allais dire plus que tout autre, mais quand même... Là, vous avez vraiment cette question du lien, en fait, de l'amour et même de la famille qui tient grâce à l'argent. Enfin, c'est vraiment, tout est fait autour de ça, y compris la manipulation psychologique, etc. Et vous voyez bien qu'au final, avant qu'ils se retrouvent, en fait, les retrouvailles heureuses, même si elles sont mélangées, mais il y a quand même une explosion de billets juste avant, à l'image, qui permettent enfin la réconciliation. Enfin, c'est que quand même, il y a quand même derrière, De Palma nous montre quand même que l'argent permet d'acheter quand même, d'une certaine manière, l'amour et puis la puissance. Enfin, il a le pistolet et tout ça. Enfin bon, c'est des choses quand même qui sont des commentaires quand même qui je trouve restent assez cruels, quoi, au fond. On en reparlera, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, pour revenir à la question de la reprise de Vertigo, parce qu'on a beaucoup accusé De Palma, en gros, de copier Hitchcock de manière plate ou sans imagination. Je crois qu'aujourd'hui, ce problème-là est plutôt tranché. On voit bien qu'il y a quand même il y a beaucoup d'imagination et il y a beaucoup de singularité. Mais il y a une séquence qui me semble passionnante dans le film et qui concentre un petit peu cette problématique du remake, de la copie, etc., ou de la reprise. C'est la séquence quand Michael Courtland découvre Sandra dans l'église, donc la fameuse église où il avait rencontré Elisabeth
à l'époque, qui l'a reproduit en construisant le tombeau, hein, vous vous souvenez, parce que ça on le voit, on le découvre à rebours. Entre parenthèses, vous vous souvenez que le film commence par des photographies, hein, de diapos qui s'enchaînent sur une séquence. En fait, ils étaient en train de montrer ça à leurs invités. Mais il faut quand même noter que les photos avec Elisabeth n'apparaît d'abord que comme photographie et donc que comme souvenir, en fait. Donc déjà morte, hein, entre parenthèses. Donc on est dans l'église. Courtland voit en fait tous les tableaux qui concernent la Passion du Christ, etc. Et on arrive sur Sandra comme si c'était elle-même, d'ailleurs, un nouveau tableau, une nouvelle icône, hein, elle apparaît un peu comme ça. Et vous vous souvenez, elle lui parle donc de son travail. Elle lui dit, en fait c'est la deuxième fois où il va la voir. Enfin bref, elle lui parle donc de son travail qui est la rénovation d'une peinture sous laquelle on a découvert que se trouvait voilà, une peinture originale dont on ne sait pas si c'est une esquisse ou peut-être un autre chef-d'œuvre, qui sait. Et évidemment, là vous voyez bien que là-dedans est concentrée toute la problématique de Palma, c'est-à-dire comment le dilemme en fait par rapport au chef-d'œuvre classique, hein, vous voyez bien le rapport avec Vertigo, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit sacrifier en fait l'art d'aujourd'hui d'une certaine manière pour restaurer l'ancien, ou est-ce qu'on doit oublier le passé pour se consacrer uniquement au présent, un espèce de dilemme qui n'a pas qui en fait n'a pas de véritable... il est impossible de trancher au fond pour De Palma. Dans le film, ce qui est intéressant, c'est que Courtland, lui, il dit oui, évidemment, il faut restaurer la fresque qui est devant. Mais lui, en fait, il le dit par rapport, effectivement, plutôt en tant que personne déjà manipulée. C'est-à-dire, non, moi je veux pas voir ce qu'il y a derrière, je veux pas savoir ce qu'il y a derrière l'image magnifique qu'on me présente, qui est Sandra, en fait. Donc, bon, il y a plusieurs niveaux de lecture, de toute façon, par rapport à ça. Maintenant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se trouve à Florence, et c'est pas un hasard si De Palma nous emmène à Florence. Bon, évidemment, il y a des raisons dans le scénario, mais en vérité, c'est quand même l'endroit où les grands peintres maniéristes ont fait leur chef-d'œuvre, et c'est quand même dans ce type de courant artistique que De Palma se situe. Hein, le maniérisme, c'est quand même la question de venir après les grands classiques, et qu'est-ce qu'on fait en fait pour prendre la suite des grands maîtres, comme à l'époque Michel-Ange, etc. Comment on fait pour se hisser au niveau de maîtrise, de beauté, etc., qui a été atteint, et pour continuer quand même à faire de l'art, quoi. Et moi je trouve que cette idée est quand même très belle si vous voulez, entre de Vertigo à Obsession, en fait, de mettre de problématiser en fait la question de la succession et de la reprise sous une forme de cascade et de mise en abîme. C'est-à-dire que Vertigo, déjà à l'origine, était un film qui se posait la question de la reprise, en fait, de la reconstruction d'une image perdue. Et De Palma, en fait, en faisant Obsession, il a ce comportement vis-à-vis de Vertigo, et à l'intérieur de son film, on se pose aussi la question de, au niveau du scénario, est-ce qu'il est possible de ressusciter une personne qui a un amour qui est disparu. C'est-à-dire que vous avez vraiment un enchaînement de niveaux différents, en fait, qui sont une déclinaison, si on veut, si vous voulez. Et il y a des moments incroyables. Moi, je me souviens au début, là, ça m'a frappé en revoyant. Bon, alors si vous avez Vertigo en tête, vous avez repéré peut-être des motifs
un bouquet de fleurs à un moment donné qu'elle tient, qui est exactement le même que celui de Madeleine. Le début, juste après la séquence d'ouverture, quand vous avez Courtland qui est dans la chambre à coucher avec sa femme, elle sort de la salle de bain, c'est exactement le même plan que quand Judy sort de la salle de bain et qu'elle ressemble enfin à Madeleine. Enfin, vous avez vraiment des moments dans le film qui sont reconstruits à l'identique, si j'ose dire, mais subtilement, puisqu'en fait, ils ne sont pas placés au même moment du film, mais en fait, ils rappellent exactement le modèle. Et il faut avouer que c'est quand même très fort. Moi, je trouve ça, et je trouve ça émouvant en fait en tant que, j'ai envie de dire en tant que cinéphile en fait, tout simplement, de voir ça. Après, bon, on va faire de toute façon, je vais aussi vous écouter, mais avant ça, peut-être dire un mot aussi de ce fameux final, quand même, ce travelling circulaire incroyable à la fin. Alors oui, pendant que j'y pense, vous avez peut-être remarqué que le mouvement circulaire, en fait, est un mouvement qui revient dans le film plusieurs fois. Il y en a un premier qui est assez beau, où il est devant le monument qui tient lieu de tombe. La caméra panote sur la droite, on voit les engins de construction, etc. On arrive très doucement en fait sur la tombe, et en fait de cette manière-là, il fait passer le temps, il fait passer les quelques, combien ça fait 15 ans qui séparent, 59 de 75. Et donc dans le mouvement de la caméra circulaire, en fait, on a fait passer toutes ces années. Il y a un autre mouvement en fait avec Sandra dans sa chambre comme ça, qui dans la circularité, et lorsque la caméra revient au point de départ, en fait, le personnage n'est plus le même exactement, sauf que là on n'a pas changé de temps, mais on a changé de place dans l'espace. Et puis à la fin, on a carrément, c'est la caméra qui tourne autour. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que en fait, c'est lié à une figure, géométrique qui est travaillée d'abord par Hitchcock dans Vertigo, qui est présente dans le générique de Vertigo. Vous vous en souvenez peut-être. C'est la spirale qui tourne en fait à l'intérieur de l'œil de Kim Novak, qu'on voit au générique, et qui est plus précisément qu'une spirale, en fait, c'est une hélicoïde, enfin un truc, c'est-à-dire c'est comme un tourbillon, c'est-à-dire que la spirale va en fait en s'enfonçant, si vous voulez, dans la profondeur. Et le film, en fait, c'est comme s'il répondait aux lois en fait géométriques de la spirale, dans le sens où quand le personnage veut recommencer c'est retrouver ce qui existait. C'est comme le cercle en fait, vous faites une révolution, vous avez l'impression de revenir au point de départ, ça c'est le cercle, mais dans la spirale vous avez l'impression d'avoir fait ça, mais vous êtes descendu d'un cran et vous n'êtes plus au même endroit, vous avez changé dans l'espace-temps, mais vous avez fait une révolution. Et en fait les deux films fonctionnent en fait sur ce principe-là. Et quand Michael Courtland est devant la tombe, c'est assez exemplaire, il me semble, puisqu'on a effectivement une révolution qui est littérale de la caméra, mais on a passé 15 ans. Donc on a l'impression que rien n'a changé, mais en fait si, lui il a les cheveux gris, etc., il a plus la même voiture, enfin, etc. Et à la fin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a donc le fameux travelling circulaire, qui lui serait plutôt, viendrait évidemment signifier une réunion entre les deux personnages de manière assez classique, mais de manière aussi assez habituelle chez De Palma. En fait, ça vient souvent signaler une sorte d'emballement, enfin un truc qui de toute façon devient, je sais pas comment dire, un peu pathologique, quoi. C'est-à-dire que vous avez ce personnage en fait la réunion, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette réunion des personnages? D'une certaine manière, Courtland retrouve son enfant, mais il perd aussi définitivement sa femme. Donc vous avez la joie de retrouver son enfant d'une certaine manière, mais vous avez aussi contenu dedans, à un moment donné, je ne sais pas si vous pouvez le lire sur son visage, vous avez aussi l'horreur, la conscience de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même dedans toute cette histoire d'inceste, et puis de manipulation, mais surtout
d'inceste. Et donc, en fait, il y a quand même une destruction en fait, qui est contenue là-dedans. Et toute la, comment dire, toute la progression de l'histoire qui est quand même organisée autour du fait que, comme elle le dit, Sandra, elle le dit, oui, enfin, l'idée c'est de lui donner une seconde chance pour voir si cette fois-ci il va payer. Et donc on est là évidemment sur la mythologie américaine de la deuxième chance. C'est un truc qu'on a vu des milliers de fois. Et là, d'une certaine manière, encore une fois, ce que je disais de De Palma, c'est qu'il a quand même un commentaire assez cruel sur ce type de mythologie, hein, comme sur l'argent. C'est que c'est de toute façon pas possible, quoi. Il y a vraiment comment dire, cette conclusion assez terrible, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un final qui est typique chez lui. On en reparlera quand on verra Blowout, parce qu'il y a un final qui ressemble beaucoup. Je ne vais pas vous le dévoiler si vous ne l'avez pas vu, mais c'est assez typique de Palma en fait, de finir sur une émotion comme ça qui est paroxystique, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, mais qui est complètement, comment dire, oui, à la fois d'extase et d'horreur en fait, j'ai envie de dire. Voilà, c'est assez sidérant, quoi. Et c'est assez fort quand même, je trouve, de la part d'un cinéaste de nous donner ça comme émotion. Il y a une grande sincérité de toute façon dans son film. C'est la première fois qu'il fait un film aussi sérieux entre guillemets, c'est-à-dire, je sais pas, il y a très peu de satire en fait dans le film. Il y a 2-3 moments en fait un peu de caricature dans les personnages, tout ça, mais c'est pas très mis en avant. Et donc oui, donc ce film-là, pour lui, ça va être vraiment un moment où il va montrer qu'il est capable de faire un film entre guillemets sérieux pour un public quand même a priori vaste, enfin en tout cas général, et le film va bien marcher dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va lui apporter enfin une reconnaissance de ses pairs, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les studios, des critiques. Le public va bien marcher également, mais comme je vous disais, comme la Columbia en fait a énormément tergiversé sur ces questions de censure, etc. Ils ont perdu beaucoup de temps et il s'est passé plus d'1 an, je crois, avant que le film sorte. En gros, il est sorti en octobre 1976 et Carrie est sorti quelques mois après, aux environs de Noël. Enfin, et Carrie a été un tel succès que ça a balayé en fait le souvenir d'Obsession. Mais il a pu montrer Obsession et il a pu, si vous voulez, pour la première fois, obtenir d'un studio qu'on lui finance un film qui va être donc Carrie et qui sera un projet qu'on peut qualifier de commercial, hein, mais dans lequel il ne va rien céder de ses thématiques, ses projets artistiques, etc. Et puis on va lui donner les moyens de faire ce qu'il veut, quoi, surtout, sans trop l'embêter. Donc j'ai envie de dire qu'avec ce film, c'est vraiment le De Palma tel qu'on va le connaître, qui va être le plus populaire jusqu'à au moins à la fin des années 80, voire après, et toute cette mécanique de machination en fait, dans laquelle il est toujours très très fort, voilà, pour mettre tout ça en place. C'est vraiment une marque de fabrique, hein, qu'on va retrouver dans plein d'autres films. Voilà. Ah ben, je suis content de l'avoir vu parce que je ne l'avais jamais vu, celui-là. Donc effectivement, dans les histoires de rond, de circularité, il y avait aussi évidemment l'aube de la roue du bateau, qu'on voit 2 fois d'ailleurs. Et il y a aussi, et ça fait évidemment penser à Vertigo, les escaliers. Sauf qu'en fait, assez curieusement dans le film, il y a l'escalier de la maison
mais qui n'est pas vraiment rond en fait, hein. C'est plutôt des séquences de paliers, et puis il y a tous les escaliers qui mènent à l'église qui eux sont tout droits. Donc je trouve ça intéressant aussi, c'est marrant, il a repris cette histoire d'escaliers un petit peu à l'envers. L'autre truc que j'avais, qui m'a assez frappé, après c'est un peu bateau, mais c'est vrai que ces histoires de gémellité, enfin de duo, entre Lithgow et Robertson, c'est assez frappant, quoi. Lithgow, il est toujours habillé en blanc, et c'est le personnage noir. Et puis Robertson est très souvent habillé en noir, et c'est quand même finalement plutôt celui qui est un tout petit peu vertueux. Mais c'est normal que ce soit contrasté, parce qu'effectivement, sur les questions d'argent, etc., on voit bien que là-dedans, il y a quelque chose qui est pas net, quoi. C'est-à-dire que Robertson, il n'assume pas le fait de faire un métier qui l'a rendu riche. Il n'arrête pas de dire oui, mais ça, c'est pas important. On voit bien que quand il faut sortir l'argent, il le sort, mais c'est pas lui qui le fait, il le fait faire. Et il a vraiment une difficulté avec ça, quoi. Et puis, l'autre truc que j'avais en tête, mais je l'ai peut-être oublié, ça reviendra peut-être après, c'est pas grave. Je crois que la difficulté de Courtland, voilà, à sortir l'argent est liée à la question des escaliers. Non, parce que en fait, le coût des escaliers, si j'ose dire, dans Vertigo, donc est lié en fait au vertige, hein, du personnage, l'acrophobie, je crois, ça s'appelle. Tout simplement, en fait, c'est vraiment un symbole de l'impuissance. Et puis, de toute façon, pour aller au bout du problème, c'est la question d'impuissance sexuelle, en fait, hein, qui est symbolisée. Et là, évidemment, le fait que ça soit lié à l'argent, qu'il n'arrive pas à sortir l'argent, c'est une équivalence, en fait. C'est pour ça que je trouve que le propos de De Palma est beaucoup plus violent, en fait, dans le sens où comment dire, il met carrément la question de l'argent et de la puissance, y compris sexuelle. Enfin, il va vraiment au bout du truc, quoi. Et donc, que c'est comment dire. Là, on touche à vraiment quelque chose du fonctionnement de la société américaine. Parce que dans Vertigo, oui, ok, l'impuissance du personnage, mais on peut encore se dire que c'est quelque chose qui est vraiment problème personnel, localisé, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut, voilà, à mon avis, qu'on peut étendre. Alors que, voilà, De Palma a quand même ce commentaire sur l'argent qui est, je trouve, très fort. Mais oui, voilà. En fait, il y a aussi dedans, peut-être que j'interprète un peu trop, mais derrière toute cette histoire de remake, etc., on a quand même l'impression que De Palma, malgré tout, il prend parti au sens où il nous dit quand même un petit peu, à travers les personnages, hein, on ne peut pas vivre dans le passé, en fait. La seule chose qui compte, c'est le présent. Et finalement, même quand on est enfermé dans le passé, la seule manière de vivre, c'est de reproduire le passé. Mais c'est jamais qu'une reproduction. Et d'ailleurs, on voit bien que le personnage de Geneviève Bujold, là aussi, la fin est assez énigmatique, parce qu'en fait, on voit bien que pendant 20 ans, elle a vécu dans ce souvenir, dans cette vengeance, dans tout ça. Puis quand elle se représente... elle se voit adulte dans la position de la petite fille. Et en fait, on peut s'inquiéter aussi pour elle, parce qu'une fois qu'elle a perdu cette part de sa vie où en fait elle vivait à travers sa mère, qu'est-ce qu'elle va devenir, hein. Et ça me fait penser du coup aussi, justement aux histoires de John Ford, de l'homme qui tua Liberty Valance, hein, c'est-à-dire l'histoire de si la vérité est moins belle que la légende, imprimer la légende. Et je pense qu'il est vachement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le contraire de Magritte, hein, ceci n'est pas un oiseau, ceci n'est pas une pomme. J'ai l'impression qu'en permanence, De Palma, il dit merde. Le passé, en fait, le passé n'existe pas. C'est plus que des souvenirs. La réalité, oui, ça peut être une copie, mais c'est ça la réalité, quoi. Par rapport à ça, De Palma, avec ce film, il fait quand même, on sent quand même que par rapport au film qu'il faisait avant, on sent qu'il se réfugie dans le cinéma quand même, en tant que réalisateur. Mais il va jamais lâcher en fait son côté entre guillemets rebelle, c'est-à-dire qu'il aura toujours en fait un commentaire, comment dire, il lâchera jamais sur
son jugement sur la société, voilà. Donc tout ça, effectivement, c'est quand même le présent. Après, le fait qu'il soit obsédé par le passé, comme tu dis, etc., ce truc un peu morbide, parce que c'est quand même ça. Faut quand même ajouter que là, pendant qu'on est dans les pathologies un peu lourdes, hein, il faut quand même préciser que Vertigo, alors on a parlé d'impuissance sexuelle, mais enfin allons-y, mais c'est quand même un film aussi qui d'une certaine manière, met en scène une forme de nécrophilie. Puisque de toute façon, il y a, oui, on ressort le cadavre, quoi. Enfin, je veux dire, qui ne devrait plus être là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de ne pas, ne pas arriver à lâcher ce qui devrait rester mort, en fait, si vous voulez, quoi. Et le film, je pense, il raconte ça aussi, quoi, De Palma. Oui, parce que pourquoi ça fait penser à Rebecca? Parce que de toute façon, c'est un film qui a beaucoup de notes gothiques, enfin, c'est-à-dire de films de fantômes, un petit peu, parce qu'a inventé Hitchcock avec Rebecca. Et quand Sandra en fait se balade dans la grande maison, là, on est vraiment à fond là-dedans. Il manque plus que l'étoile de l'araignée et puis les flambeaux ou ce que vous voulez, quoi. Mais c'est oui, de toute façon, Vertigo était déjà un peu comme ça. C'était un film de fantômes, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est oui, je rebondis aussi un peu comme ça par rapport aux différents éléments que tu as énumérés sur la question de du traumatisme. Oui, à la fin, on se dit mais cette jeune femme est traumatisée. Ce que lui, bon, ok aussi, mais il est vieux, c'est pas grave, quoi. Mais bon, pour elle, oui, quid de la suite, etc. Bon, alors le fait est que à l'origine, dans le scénario qu'avait écrit Schrader, il y avait un acte supplémentaire dans lequel alors, si je me souviens bien, Courtland, lui, il tombait dans une sorte de dépression. En gros, il y avait une répétition supplémentaire qu'avait ajouté Schrader et qui rallongeait encore le film, mais qui n'apportait pas tellement de suppléments par rapport à ce qui a déjà été dit. Ça permettait, je pense, de donner une suite, une réponse en fait à ce que tu décris, la question du traumatisme, etc. Mais je pense que De Palma a eu raison en fait de finir sur ce moment extrêmement fort, parce que de toute façon ça servait à rien d'en rajouter à part perdre le spectateur, parce qu'il a quand même comme Hitchcock, c'est aussi un directeur de spectateur, et donc il a cette science en fait de la réception du film, de qu'est-ce qu'on doit dire au spectateur, comment diriger ses sentiments, hein, tout simplement. Et parenthèse par rapport à Schrader, là je rebondis un peu sur l'argent, je suis désolé, c'est un peu décousu, mais quand même, faut rappeler que Paul Schrader, si je parlais de Taxi Driver en fait tout à l'heure. Alors, je sais pas, Taxi Driver, je sais pas si c'est le meilleur exemple. Enfin, en tout cas, Paul Schrader, c'est quand même le spécialiste des questions de rédemption. Et il a, à l'origine, il a une éducation calviniste, hyper rigoriste. Enfin, il n'a pas vu de film jusqu'à 17 ans. Enfin, un truc incroyable. Et puis après, il est allé à Los Angeles. Il a pris un taxi. Voilà. Non, mais en tout cas, il a entre guillemets découvert la vie sur le tard. Mais il a fait des études de cinéma. Il a été critique, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a fait un mémoire, je crois, sur le style transcendantal chez Ozu, Bresson et Dreyer. C'est quand même quelque chose, quoi. Quand on apprend ça, on se dit ah ouais, c'est le type qui a écrit Taxi Driver, qui a réalisé La Féline, enfin des trucs. Bah ouais, quand même, il faut savoir que derrière beaucoup de grands films américains qui ont l'air parfois un peu triviaux comme ça, il y a quand même des gens super éduqués, quoi. Et non, mais bon, c'est comme Cimino, hein, ce sont des gens, voilà. Et pourquoi je vous raconte ça? Oui, bah tout simplement parce que en fait, il y a la question de l'argent ici, c'est est-ce qu'il va enfin payer? C'est aussi la question du rachat, hein, tout simplement. Et c'est quand même, il y a quand même ça derrière. Là, ça c'est à mon avis, ça c'est le côté Paul Schrader. C'est pas tellement le côté, à mon avis, De Palma. Mais ça c'est bien présent, oui. Ouais. Et Scorsese, lui, alors c'est-à-dire qu'il a collaboré à nouveau avec Schrader, par exemple, sur Raging Bull, qui lui aussi met en jeu cette question de rachat, enfin de manière un peu pathologique et tout. Mais il y a la dernière tentation du Christ, je crois qu'il a collaboré avec Schrader dessus, pas dire de bêtises.
Bon, sinon après Scorsese, oui, je sais que c'est toujours un truc qu'on ramène sur le tapis, la question de la rédemption chez lui, mais qui est peut-être pas son vrai sujet. Mais bon, enfin ça c'est encore, on fera un cycle Scorsese une prochaine fois. Du coup, peut-être, mais que là-dessus, ce que tu dis de Schrader, ce qu'on dit de Palma, mais aussi de Scorsese, finalement, peut-être tous les trois, ce qui les rassemble, c'est qu'en fait, la fin justifie les moyens, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est important, c'est de faire du cinéma. Et donc, quelles que soient les conditions dans lesquelles on fait, si on fait venir des spectateurs en racontant une trame qui est celle de la rédemption, etc., tant mieux, ou autre chose, mais que, en fait, il faut faire ça, quoi, parce que en tout cas, c'est leur truc, et qu'ils y croient, quoi. Je pense pas qu'ils fassent juste des films pour faire du fric, ils font juste des films parce qu'ils sachent en faire. C'est parce que je pense qu'ils ont ils sentent qu'ils ont une vraie mission à faire ça, quoi. Voilà, pour le vocabulaire religieux, une mission. Oui, sans doute. Scorsese est vraiment un cinéphile depuis l'enfance. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très particulier. Et De Palma, en fait, non. Hein. C'est vraiment à la base un scientifique. Et c'est ça qui est fascinant chez lui, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'une certaine manière ambivalent, De Palma. Et comme je vous disais, pour qui en fait la réalité ne va pas de soi, qui n'a de cesse de vivre, enfin de faire des films qui sont à la fois en fait des spectacles fabuleux. Enfin, je veux dire, c'est un film de Palma, c'est un bonheur en fait sur la virtuosité de la mise en scène. Enfin, moi, honnêtement, je trouve ça bien meilleur que Scorsese, beaucoup plus rigoureux, etc. Enfin, beaucoup plus fin. Et en même temps, quand vous voyez un film de Palma, vous avez aussi en fait la complète déconstruction de la mécanique spectaculaire que vous regardez, quoi. Et ça, il y a d'autres cinéastes qui le font, mais aussi bien que De Palma. Moi, c'est... Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée.